Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons 3 volets à débattre. Le premier concernant la célébration de la 7e année du passage du président Abdel Fattah el-Sisi au poste de président de la République. Donc il y a 7 ans, le maréchal Abdel Fattah el-Sisi a été élu président de la République avec 96,9% des suffrages. Aussi, nous avons à passer en revue les déclarations du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli concernant les mesures entreprises et les nouvelles restrictions et règles susceptibles d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus, en plus d'une autre démarche concernant le processus de réconciliation, concernant les constructions illégales, concernant la sauvegarde des terres agricoles, concernant les modalités de paiement, concernant les mesures susceptibles d'endiguer l'expansion des constructions dans les bidonvilles. Et nous allons parler aussi de l'aspect économique de l'Égypte et des déclarations du Fonds monétaire international selon lesquelles l'Égypte a fait un bond économique extraordinaire et l'Égypte est un pays émergent de premier degré. Pour nous donner plus d'éclaircissements aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Dr Raouf Ghafar, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci. Dr Raouf Ghafar, aujourd'hui nous célébrons 7 ans. 7 ans ayant marqué le passage du maréchal Abdel Fattah el-Sisi qui a été élu au poste de président de la République avec 96,9%, soit 23,780 millions de voix sur les quelques 54 millions d'électeurs qui étaient autorisés à voter. Quels sont vos souvenirs de cet événement ? Premièrement, on doit se souvenir un peu avant ça, c'est-à-dire étant élu président de la République, nous avons à l'époque beaucoup d'espoir et c'était grâce à Maréchal Sisi et ses collègues qui nous ont sauvés, justement, si je peux utiliser le terme, du régime des frères musulmans, qui a complètement, il nous a fiché complètement. C'est-à-dire, nous avons passé un an et vraiment, on ne peut pas le qualifier, c'est-à-dire un an terrible, sur tous les points de vue. Et donc, c'était grâce à lui qu'on a complètement rejeté ce régime et on l'a remplacé. Mais à l'époque, nous étions toujours, bien que nous soyons assez âgés, mais nous étions toujours à la place Tahrir, comme d'ailleurs tous les Égyptiens. Mais vraiment, une fois que le président Sisi a pris pouvoir, et il nous a vraiment étonnés. C'est-à-dire, on ne s'attendait jamais à une démarche si excellente, si rapide, sur tous les domaines. Et vraiment, ça, c'était merveilleux. Il a complètement changé l'Égypte. Et il nous a mis sur, je ne peux pas dire une voie, mais plusieurs voies, toutes très réussite et toutes très bien étudiées de façon à ce que nous avons passé en avant dans tous les domaines. Et quand je dis bien étudié... Qu'est-ce qui marque ces 7 années? Quelles sont les réalisations les plus importantes ayant marqué ces 7 années précédentes? Premièrement, il est allé en parallèle, mais quand on commence, premièrement, sur le plan interne, il s'est concerné de la lutte contre le terrorisme et il a réussi, justement, à se débarrasser de ce phénomène terrible. Et en second lieu, il a commencé par l'infrastructure, ce qui nous manquait. Nous nous rappelons tous
quand nous avions les pannes d'électricité pour des heures et des heures, non seulement dans les villages, mais dans le Caire même. Et ça a complètement changé et nous sommes transformés d'un pays qui n'avait pas d'électricité à un pays qui exporte. Disons, il a surplus et il peut justement se lier à des grids extérieurs. Et donc, infrastructure, je parle énergie, je parle réseau routier, je parle tout. Il a développé l'industrie du gaz dans l'Est méditerranéen. C'est-à-dire, voilà, moi j'essaye de couvrir le tout, mais probablement beaucoup de choses vont m'échapper. Mais sur le plan donc interne, lutte contre le terrorisme au Sinaï, il avait des frontières à n'en plus finir qui étaient toutes menacées et il a pu justement reconstruire la police d'un côté, armement des forces armées égyptiennes, de façon à ce que nous sommes maintenant une des armées les plus grandes dans au monde. Et il a bien gardé nos frontières et il a combattu toutes sortes de fanatisme et terrorisme à l'intérieur. Ça, je parle de l'Égypte. Si on commence à parler à l'extérieur, il a fait des relations très solides et très réussites avec pratiquement tout le monde. Il ne s'est pas dirigé vers une direction ouest. Non, il a gardé une très bonne balance entre les relations avec l'Amérique et l'Union européenne et en même temps avec l'Est, la Chine, la Russie, etc. Et la chose encore très importante, je veux mentionner, c'est deux choses. Il a réussi si jamais, à former une sorte de force régionale est-méditerranéenne avec les pays de voisinage, Chypre, Grèce, etc. Et ce qui est vraiment, vraiment, vraiment remarquable, c'est l'ouverture vers l'Afrique. Nous avons fait un retour vraiment formidable vers l'Afrique après une longue absence, disons. Donc ça, c'est encore un dossier qui compte très positivement sur le plan égyptien. Donc, comme je viens de dire, on peut parler d'ici jusqu'à demain et ne pas vraiment lui donner ce qu'il déserve. Et à 7 ans, aujourd'hui, le maréchal Abdel Fattah el-Sisi a été élu président d'Égypte avec 96,9% des suffrages. El-Sisi a recueilli 23,780 millions de voix sur les quelques 54 millions d'électeurs inscrits. Perihan Farou. Le maréchal Abdel Fattah el-Sisi a été élu le 3 juin 2014 président d'Égypte avec 96,9% des suffrages. L'élection d'el-Sisi à la tête de l'État intervient 11 mois après la fin du pouvoir des frères qui ont gouverné en faveur de leur seul profit. El-Sisi a recueilli 23 780 000 voix sur quelques 54 millions d'électeurs inscrits. Le taux de participation aux élections, tenues les 26, 27 et 28 mai 2014, a atteint 47,45%. Dans un discours télévisé diffusé après l'annonce de sa victoire, le maréchal el-Sisi, qui a pris sa retraite de l'armée pour pouvoir se présenter à la présidentielle, a appelé les Égyptiens à œuvrer pour restaurer la liberté et la justice sociale. Le chef de l'État a depuis entrepris plusieurs mesures en vue de relancer l'économie et améliorer la qualité de vie des citoyens. Sur le plan international, el-Sisi a réintégré l'Égypte au sein de l'Union africaine et l'Égypte a récupéré sous sa présidence sa place et son rôle prépondérant au niveau international.
El-Sisi a été réélu à la tête de l'État en 2018 avec 97% des voix. Docteur Raouf Ghaffar, quels étaient les défis les plus importants que l'Égypte, la population et l'administration ont dû défier durant les 7 dernières années? Sans ordre, c'est-à-dire, premièrement, le fanatisme et le terrorisme. Ça, c'était, à mon opinion, le défi le plus important. Donc ça, c'était un défi redoutable à l'époque, et c'est toujours là, parce que apparemment, il ne s'arrête déjà pas. Le second défi, c'était de reconstruire l'Égypte, parce que on a tellement souffert et on a tellement, disons, perdu sur le plan interne et externe notre prestige, notre position, etc. Donc reconstruire l'Égypte sur le plan infrastructure, méga-projets, etc. pour essayer... Et l'image aussi. Certainement. L'image de l'Égypte. Pour essayer de se rapprocher un peu du monde modernisé, du monde industrialisé. C'était un grand défi et ça a passé avec grand succès. Troisième défi, c'était l'importance des jeunes et des femmes. Malheureusement, à l'époque, particulièrement les femmes étaient un peu marginalisées, mais une conférence, un forum, etc., après forum, c'était un but qui a été achevé avec grand succès. Une autre chose, c'est la position, le placement de l'Égypte vis-à-vis le monde. Nous avons réétabli des relations très solides avec particulièrement tout le monde, basées sur non seulement un respect, mais intérêt commun. Et donc ça encore, c'était un grand défi. L'absence de l'Afrique pour de longues années représentait encore un défi qui a été surmonté merveilleusement, vraiment. Et maintenant, nous sommes excessivement bien placés sur le plan africain. D'ailleurs, nous étions présidents de l'Union africaine il y a 2 ans, mais nous continuons à jouer un rôle très, très, très important. Donc ça, ce sont, si je me rappelle bien, les défis, je parle interne. Externe, il y a toujours les défis. À côté de nous, il y avait les problèmes avec la Libye qu'on a pu contenir. Il y avait les problèmes avec le Soudan et le Sud-Soudan qu'on a pu contenir. Donc, il y a tellement de choses qu'on a fait, mais moi, j'aime me concentrer sur l'Égypte, sur le citoyen égyptien, et on ne doit jamais oublier le dernier. Éducation, santé, ce sont tous des défis qui étaient là et qui devaient être vraiment confrontés, et on a fait ça avec excellence. Nous avons un autre défi, et d'ailleurs ceci constitue un des projets importants sur lequel l'État se penche, c'est éliminer les quartiers défavorisés, les bidonvilles, reconstruire des quartiers pour les habitants de ces bidonvilles et leur favoriser une vie digne. Nous avons plusieurs initiatives, vie digne, vie décente, des initiatives et des campagnes pour la santé, que ce soit la santé générale ou la santé de la femme. Et parmi ces projets, évidemment, figure la lutte contre les constructions non conventionnelles ou les constructions illégales. Et sur ce, le Premier ministre avait indiqué que 1,6 million de demandes de réconciliation
pour les constructions non autorisées ont été avancées, que le gouvernement opte à sauvegarder les terres agricoles et toutes les superficies agricoles parce que les gens, autrefois, d'une manière tout à fait arbitraire, anarchique, pouvaient construire sur les terres agricoles. Et aussi, l'État va commencer à entreprendre les mesures pour les opérations de réconciliation concernant toutes les contraventions en matière de construction illégale. Aussi, il faut dire qu'il y a une loi ayant pour objectif essentiel, c'est la gestion et l'organisation des travaux de construction et mettre terme à cette expansion anarchique des bidonvilles et des constructions illégales. Aussi, toutes les demandes de réconciliation avancées par les citoyens seront prises en considération. Et en ce qui concerne les modalités de paiement, eh bien, les paiements peuvent se faire à crédit ou en espèces, c'est-à-dire payer une seule fois. Et donc, il y a des commissions pour que tout ce travail soit accompli. Il y a des commissions pour visiter sur place, pour investiguer et faire ce genre d'interrogatoire, de perquisition, plutôt d'investigation, de manière à examiner et voir toutes ces demandes de réconciliation qui ont été avancées. Docteur Raouf Ghaffar, apparemment, à un moment donné, un moment où il y avait quand même l'anarchie suite à la révolution de 2011 et durant la période passée qui précède l'avènement du passage du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi au pouvoir, il y avait quand même une sorte d'anarchie, de chaos en matière de construction. Les bâtiments ont été, il y avait davantage d'étages construits sans toutefois avoir le nécessaire en tant que permis et autres ou d'infrastructures nécessaires. Il y avait des constructions anarchiques et là l'État opte à la gestion et à l'organisation et pour endiguer ce phénomène féroce d'expansion de construction non conventionnelle. Où en sommes-nous quant à ce processus et ces mesures? Premièrement, ce processus de construction sur les terres cultivables, arables et les bidonvilles, ça a commencé d'ailleurs depuis même avant 2010. Mais c'était, disons, lentement, ça allait d'une manière, disons, très clandestine. Mais dans les 3 années de 2010, vous avez mentionné un chiffre effrayant, 1 200 000, n'est-ce pas, cas où il y avait une construction illégale et ils ont payé des amendes et pour se réconcilier. 1,6. Ah bon, je m'excuse. Donc c'est une chose incroyable et ça devait prendre fin. Ça ne pouvait pas continuer. Et il a commencé, le président, avec son administration, et à construire des bâtiments qui sont hygiéniques, qui sont sains, qui sont respectables, Asmarat, entre autres, et essayer petit à petit, premièrement, de déménager les gens qui vivaient dans ces bidonvilles et leur offrir un mode de vie qui est plus respectable, disons. Et c'était prévu qu'une fois le citoyen se sent bien, se sent à l'aise, se sent respecté par le gouvernement, il vit dans un endroit propre, etc., ça change ses habitudes. Et il commence à se rendre compte de beaucoup de choses comme l'éducation, comme la santé, etc. Et donc, c'est pas simplement de lui offrir une résidence qui soit... mais, comme vous l'avez mentionné, c'est un programme intégral d'offrir une vie décente aux citoyens égyptiens qui osent
le citoyen, l'Égyptien, de tous les points de vue. Et on a commencé par faire ça, et puis on ne s'est pas arrêté là-dedans, mais on a commencé à complètement arrêter toutes sortes de bâtiments partout dans l'Égypte, et ceux qui ont fait quelque chose de faux, ils payent des amendes, ils se réconcilient, et puis on recommence, mais avec des régulations très strictes sur le plan construction, sur le plan où construire, hauteur, etc., etc., pour que ce phénomène ne se répète pas, parce qu'on ne peut pas. Bien que, malheureusement, la population augmente, et donc si ce genre de phénomène ne s'arrête pas, on risque de perdre tous nos disons, terres arables, cultivables, et ça c'est une catastrophe à n'en plus finir. Donc c'était très dans quelle mesure courageux, si je veux dire. Les terres agricoles, à un moment donné, il y a plusieurs années, avaient été affectées par la construction anarchique et illégale? On le sait déjà. Nous étions 12 millions d'Égyptiens et nous avons 6,5 millions de fédans à cultiver. Nous sommes maintenant, on a dépassé les 100 millions et les 6,5 ont diminué. Ça, c'est malheureux. L'Égypte était un pays à base d'agriculture. On était des pionniers dans beaucoup de produits, notamment le coton, blé, etc. Maintenant, on importe le tout. Donc, c'est une chose vraiment triste. Et c'est pour ça que on a commencé des projets très ambitieux, réclamations, etc. Mais si on observe que les terres noires, comme on dit, le sol noir, qui est formé par couche sur couche de limon du Nil à travers des centaines d'années, qui disparaît voilà, en un clin d'œil, c'est une chose excessivement triste, même si c'est remplacé. Le gouvernement, il a des projets, comme je dis, très ambitieux pour la réclamation de terrain partout dans l'Égypte, dans le désert, ouest, est, au Sinaï, etc. Et on commence à augmenter la culture dans les serres pour essayer de conserver et augmenter la production agraire et agricole, mais c'était très important de mettre fin de l'exploitation, si je peux dire, des terres arables et de mettre ce phénomène à une fin terminale. Il faut dire que sur un autre plan aussi, et parmi les mesures entreprises par le gouvernement pour favoriser une vie meilleure aux citoyens égyptiens, le Premier ministre Mostafa Madbouli a annoncé hier que le gouvernement va appliquer fermement les nouvelles mesures préventives mises en place en vue d'endiguer la propagation du coronavirus entré en vigueur mardi. Madbouli a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel. Donc, protéger les terres égyptiennes contre la construction anarchique et protéger le citoyen égyptien contre le coronavirus. Voyons les détails. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a annoncé hier que le gouvernement va appliquer fermement les nouvelles mesures préventives mises en place en vue d'endiguer la propagation du coronavirus entré en vigueur mardi. Madbouli a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel. Le chef du gouvernement a mis l'accent sur l'importance d'imposer des amendes contre les magasins, restaurants et centres commerciaux qui dépassent les horaires de clôture. Madbouli a aussi appelé les citoyens à enregistrer leur nom sur la liste pour être vaccinés. Il a donné ses directives d'intensifier le travail dans les centres de vaccination. La ministre de la Santé, Hala Zeid, a pour sa part remis au chef du gouvernement un rapport sur les derniers développements
de la lutte contre la pandémie du coronavirus, réitérant que le taux de contamination avait régressé dans les différents gouvernorats. Zaïd a ajouté que l'Égypte va recevoir 3,9 millions de doses de vaccins Sinopharm, Sinovac et AstraZeneca à la mi-juin, indiquant que plus de 2000 litres de matières premières seront disponibles pour la fabrication locale de 3 millions de doses du vaccin Sinovac. Le Premier ministre a examiné aussi le taux de croissance économique réalisé lors du premier trimestre de 2021, ainsi que les progrès réalisés dans le dossier du règlement à l'amiable avec les citoyens ayant construit des immeubles illégalement. Passons à notre troisième volet ce soir et c'est le volet économique. Nous suivons de très près les déclarations des instances financières mondiales de manière à mesurer notre progrès en matière de croissance économique, notamment à la lumière de la pandémie. Et sur ce, la directrice du Fonds monétaire international a confirmé que le programme de réforme économique mis en œuvre par l'Égypte était un modèle réussi, en particulier à la lumière de ce que les économies d'autres pays souffrent en raison de la crise du coronavirus. Le FMI a prévu que l'économie nationale réalisait un taux de croissance de 2,8% pour l'exercice courant 2020-2021 et la progression de ce taux pour enregistrer 5,2% pour le prochain exercice 2021-2022. Docteur Raouf Ghafar, apparemment nous avons des témoignages très positifs de la part du Fonds monétaire international et de la part des agences de notation, notamment à la lumière de la pandémie. L'Égypte est un pays émergent qui a réussi à aller de l'avant et n'a pas été entravé par la pandémie. À votre avis, quelles sont les raisons pour lesquelles l'Égypte a réussi à tenir bon, si on peut le dire, face à la pandémie? Premièrement, les réformes économiques qu'on a subies à travers les années précédentes ont affecté la performance de l'économie. Mais on doit dire que la gestion de la crise à propos du Covid-19 et la pandémie a été vraiment remarquable. Très bien. Docteur Raouf Ghafar, nous avons un compte rendu concernant les témoignages du Fonds monétaire international. La directrice du Fonds monétaire international, le FMI, Kristalina Georgieva, a confirmé que le programme de réforme économique mis en œuvre par l'Égypte était un modèle réussi, en particulier à la lumière de ce que les économies d'autres pays souffrent en raison de la crise de coronavirus, notamment que l'économie égyptienne est basée sur des fondations solides et sa résilience face au coronavirus est une confirmation de la solidité de sa structure. Dans une déclaration, Mme Georgieva a souligné qu'elle avait rencontré le président Abdel Fattah el-Sisi à Paris, notant qu'au cours de la réunion, les conditions de l'économie égyptienne en particulier et de l'Afrique en général avaient été discutées. La directrice du FMI a souligné la nécessité d'accélérer la fourniture du vaccin anti-coronavirus à toutes les personnes dans différentes régions du monde, notant que l'Afrique traverse une période très difficile, expliquant que l'année écoulée avait été la pire au niveau économique. Le résultat le plus important du sommet en vue de soutenir les économies africaines à Paris est de confirmer qu'il existe un soutien solide de 650 milliards de dollars en augmentant les réserves et la capacité du Fonds monétaire international à prêter et l'Afrique en tirera 33 milliards de dollars, a indiqué Mme Georgieva. Le Fonds monétaire international a prévu que l'économie mondiale réalise un taux de croissance de 2,8% pour l'exercice courant 2020-2021 et la progression de ce taux pour enregistrer 5,2% pour le prochain exercice 2021-22.
Selon un communiqué publié par le FMI, une mission de cette instance était parvenue à un accord au niveau d'experts avec l'Égypte sur la deuxième revue du programme de réforme économique soutenu par l'accord de confirmation du FMI d'un montant de 5,2 milliards de dollars, lequel sera soumis à l'approbation du Conseil exécutif du FMI dans les prochaines semaines. Une fois l'accord avalisé, une somme supplémentaire de 1,16 milliard de dollars sera mise à la disposition de l'Égypte, souligne le communiqué, qui a mis en exergue l'engagement des autorités pour le volet convenu pour réaliser les objectifs du programme de réforme économique, dont la sauvegarde de la stabilité macroéconomique durant la pandémie du coronavirus, des dépenses sociales et sanitaires et la mise en œuvre des réformes structurelles fondamentales. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Passant Fahmi, experte en économie. Dr Passant Fahmi, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci Madame, bonsoir. La directrice du Fonds monétaire international a confirmé que le programme de réforme économique mis en œuvre par l'Égypte était un modèle. D'après vous, pourquoi? Tout d'abord, nous devons savoir qu'on a commencé à mettre en place un plan qu'on appelle le plan 2030. C'était un plan très bien préparé, réaliste, optimiste, très bien discuté au Parlement, c'est-à-dire dans toutes les sections du Parlement, on l'a discuté point par point, de telle façon que c'est pas un plan comme on appelle, qu'on met sur place nous voulons achever ça. Non, c'était très bien préparé avec des détails, comment on va vraiment atteindre tout ça. Le réforme économique aussi était très important, parce qu'on ne pouvait pas continuer à travailler de la même façon. L'Égypte a souffert pour des décades d'une façon de diriger l'économie, d'une façon qu'on appelle une économie non réelle, iqtisad ri'i. C'est-à-dire que ce n'était pas basé sur un développement économique véritable. Non. Dès qu'on approchait un sujet, c'était toujours la réponse, si on l'importe, c'est le plus bon marché. On veut faire comme on appelle l'économie verte. Non, l'importation est plus bon marché, etc., etc. Alors là, le nouveau plan était un plan très bien préparé. Et aussi, nous devons admettre que l'économie en Égypte est une économie très bien diversifiée. C'est-à-dire, nous pouvons travailler dans plusieurs domaines, que ce soit l'économie verte, bleue, les nouvelles villes, l'infrastructure, le développement des villages, le développement des gouvernorats. Vous pouvez nommer comme vous voulez. C'est une très longue liste. Deuxièmement, il y a aussi un point très fort, et c'est pour cela qu'on n'a pas été affecté sérieusement par Corona, c'est que nous avons un climat très agréable. C'est-à-dire toutes les activités que je viens de mentionner, on peut vraiment travailler 365 jours, jour et nuit, en plein air, comme on dit, sans être affecté ni par une chaleur très élevée, ni par exemple, un climat très froid. Alors, le climat est très important. Aussi, notre location géographique, nous sommes au centre du monde. La présence du canal de Suez aussi est très importante. 50% de la population sont des jeunes. Nous avons des ressources partout, si vous voulez, qui ont été négligées pour des décades. Alors, quand on a mis ce plan-là et la réforme économique aussi, la première phase a été faite d'une façon c'est comme on appelle, very successful. Et la seconde phase aussi, ça va, Inch'Allah, avancer de la même façon. Pour ces raisons-là, et la détermination aussi, je répète, la détermination de Monsieur le Président, le gouvernement, le Parlement et du peuple égyptien, on va changer notre pays. C'est pour cela que ça a avancé d'une façon non prévue par le monde entier. Tout le monde vraiment regarde cette expérience comme étant un grand succès. Mais nous avons les points forts et aussi on a utilisé ce qu'on appelle la diplomatie économique pour avoir une coopération avec le monde entier. Oui, nous avons des ressources, mais nous n'avons pas la technologie. Alors, avec la diplomatie économique, on invite la technologie avec nos ressources et le côté du financement est facile parce que quand le plan est bien préparé, bien étudié, le financement n'est jamais un problème. Alors, on a, comme on appelle, pratiqué la diplomatie économique pour vraiment avancer vite. Il y a aussi un point qui est très important.
Nous devons savoir qu'il y a eu des milliards de livres égyptiennes qui ont été dépensés pour vraiment financer l'infrastructure, l'agriculture verte, bleue. Je veux mentionner ici qu'on n'a pas eu un employé de l'étranger, un ingénieur. Les matières premières sont des usines locaux. Alors là, l'argent tourne dans le pays. C'est pour cela que le taux de chômage a diminué, l'inflation a diminué et tous les indices qui représentent l'économie égyptienne ont été des indices très positifs. Alors oui, tout le monde admire ce qui s'est passé, c'était pas facile, on travaille jour et nuit, et aussi, Monsieur le Président, je voudrais mentionner ici, qui donne le bon exemple à tout le monde. On ne suit pas des bureaux, on suit sur place. C'est pour cela que tout le gouvernement, les gouverneurs, les membres du Parlement, même tous les Égyptiens essayent comme on appelle, le follow-up de ce qui se passe jour par jour. Docteur Passan Fahmi, vous êtes experte en économie. Merci pour votre intervention. Docteur Raouf Ghafar, nous avons juste une minute. À quoi doit-on s'attendre durant la période prochaine, surtout à la suite ou à la lumière de la pandémie? Quelles sont les démarches les plus importantes que nous devons suivre? Quels sont nos objectifs les plus importants? Vous l'avez dit, notre économie a pu résister à la pandémie et nous avons pu rester au positif, un peu moins que prévu, mais on est toujours au positif avec nous aspirons à ce qu'on dépasse les 5% l'année prochaine. Donc je vois que les voies qui sont prises maintenant sont des voies excellentes. On va continuer, justement, on va augmenter nos exports, on va augmenter, domicilier les technologies pour augmenter les fabrications locales de tellement de choses. Et ce sont ces deux bonnes voies qui vont nous, Inch'Allah, nous emmener vers un avenir très bien. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes expert, vous êtes analyste politique et aussi vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, nous avons une vision, nous avons une stratégie, l'Égypte 2030, l'Égypte, l'Afrique et l'Égypte, où l'Afrique est au cœur des priorités de l'Égypte et un plan conjoint pour 2063. Et donc, nous allons réaliser ces objectifs. Nous sommes sur la bonne voie. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée et à la prochaine.